Chers amis ici présents, je tiens à vous remercier pour ces temps de parole, de convivialité, d'ouverture et de veille de sens. Puisque de banquet, j'entends. L'acte de dévorer étant pour moi une condition de vie. Je viens de ce pays lointain, si admiré. Je viens de cette terre inconnue et connue par ceux qui aiment le soleil, ainsi que d'autres bonheurs des tropiques. Ce pays d'où je viens est déterminé par un récit inaugural. Un récit qui parle de l'Abaporu, cet homme qui mange l'homme, l'anthropophage, le cannibale. Dans ce pays lointain, au tout début du XXe siècle, dans cette patrie métisse, esclavagiste et colonisée, existait un Brésil moderniste avec une avant-garde vorace, composée de jeunes intellectuels et artistes, qui se servaient d'un mot d'ordre, la pratique de l'anthropophagie culturelle pour l'élaboration d'un langage. Une anthropophagie ici abstraite, symbolique, qui consistait à prendre ce qui venait de l'étranger en tant que canon, en tant que modèle, règle, loi, et à le transformer en culture typiquement nationale, à le digérer donc. Il s'agit bien ici d'une réaction aux actes de pillage du colonisateur. Il s'agit ici de reprendre une pratique de pillage sur le corps de l'autre, sur le corps culturel de l'autre. Et il s'agit ici également de retracer le geste de la pratique ancestrale, celle menée par les Indiens Tupis, de le répéter symboliquement, poétiquement, dans un mouvement de réinauguration. Réinaugurer l'art, réinaugurer la culture, réinaugurer un pays. Consommer, dévorer, avaler symboliquement, assimiler, absorber l'autre, mais en séparant ce qui servirait de ce qui ne servirait pas. Et toute l'énergie de cet acte cannibale était bien dirigée pour éviter tout gâchis durant la dynamique de création, pour chasser toute tentative d'imposition venue d'ailleurs, d'un eau hiérarchique, de l'extérieur, de l'étranger, de l'autre. Ainsi, l'anthropophagie, dans ce cas précis, nous pouvons l'entendre comme un dispositif de résistance vis-à-vis de toute imposition liée à la consommation, fût-elle artistique, fût-elle culturelle, fût-elle sociale. Mais si je vous raconte cela, c'est parce que je veux vous parler du présent, de cette actualité que nous vivons par le biais de l'art, par cet art qui fournit les éléments de ce que je nomme très librement une esthétique de la consommation. Puisque l'exemple brésilien n'est qu'une manifestation isolée d'un phénomène bien plus large qui, à mon avis, conduit plusieurs démarches de l'art et de la pensée, et cela depuis la fin du XIXe siècle, au moins jusqu'à nos jours. Dans un mouvement de la pensée qui prend le corps comme lieu de reflet et de résistance par rapport au fonctionnement du monde, nous avons chez Nietzsche la métaphore de l'incorporation de la digestion en rapport avec l'esprit. L'esprit, la capacité de discernement, tel l'estomac, doit bien faire son travail. Il assimile ce qui doit être assimilé et rejette ce qui doit être éliminé. L'art nous fait refaire le chemin de ce processus du gâchis, à les lire, à les expérimenter. Il nous les présente en tant que matière pour l'art même, pour la production de sens. L'art provoque d'un coup un bouleversement de notre regard vis-à-vis de ces mêmes processus. Dans un film intitulé Wasteland, Terre de gâchis, l'artiste brésilien Vic Muniz se propose de transformer la vie d'un groupe de personnes qui travaillaient dans la collecte et dans le tri de déchets dans la plus grande décharge du monde, dans la banlieue de Rio. La proposition de Muniz consiste à transformer les objets trouvés par les catadores, par ces collecteurs, des bouts de plastique, métal, de verre, des pneus, de bouchons, des tissus, de l'alimentaire, en deux œuvres d'art, en œuvres d'art.
Et puis après, il va les photographier pour ensuite les exposer dans une maison de vente aux enchères londonienne bien connue. L'argent obtenu à la vente, de 150 000 $, a été renversé aux travailleurs. Au-delà d'une démarche philanthropique, nous croyons que le projet de Muniz vise avant tout la transformation du regard, la possibilité de diriger un mouvement de pillage vers une dynamique artistique, transformer les objets ramassés jusque-là automatiquement en matériaux pour l'art. Et là, nous revenons à une récupération du geste anthropophage, n'est-ce pas? Celui qui marque non seulement un mouvement de résistance vis-à-vis de ceux que nous oppriment, mais aussi en tant que geste fondateur d'une possibilité, la possibilité de réaliser un choix face à toute imposition. Et ici, la subjectivité anthropophage agit en préservant le droit de désirer ce qui appartient à l'autre, de se laisser contaminer par l'autre, tout en conservant ce que Hélio Oiticic, un autre Brésilien, appelait à la fin des années 60 un état d'invention. Cet état d'invention, état intermédiaire entre conception et concrétisation, cet entre-deux précieux est ainsi récupéré par le geste anthropophage. Cet état d'invention est un lieu de possible, moment ultime, intime et vital. C'est un lieu de refuge, mais aussi de production, qui nous est proposé comme alternative au cercle vicieux de la consommation aveugle, boulimique, solitaire. L'état d'invention est peut-être un lieu où nous pouvons être ensemble, comme ici. Un lieu d'expérimentation et d'échange, où nous pourrons écrire un nouveau langage. Merci.